Donne tes 5 millions d'euros de loto à ton frère pour sauver sa start-up de luxe, ou tu dégages, ont-ils hurlé. J'ai pris mes affaires, mais avant de partir, j'ai passé un appel qui allait les anéantir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et appuyez sur la cloche pour ne rien manquer de nos histoires. Votre soutien est précieux pour nous. Si cette histoire vous intéresse, laissez un j'aime. J'aimerais aussi savoir de quelle ville vous venez, indiquez-le nous dans les commentaires. C'est parti. Le silence dans le salon était lourd, épais, presque suffocant. Il s'accrochait aux vieux rideaux de velours et s'infiltrait dans le grain du bois de la table basse. Assise sur le bord du canapé, le dos droit, je sentais le poids des regards de ma famille peser sur moi comme une chape de plomb. Ma mère, Pascale, se tenait debout, les bras croisés, son visage une toile tendue de vertu outragée. Mon père, Hervé, était à côté d'elle, légèrement en retrait, son regard fuyant obstinément le mien pour se fixer sur un point invisible du tapis persan usé. Et puis il y avait Amaury, mon frère. Avachi dans le fauteuil club, le seul meuble confortable de la pièce, il faisait semblant de consulter son téléphone, mais un petit sourire satisfait flottait sur ses lèvres. Il était le metteur en scène de cette pièce, et il savourait chaque seconde. « Garance », commença ma mère, sa voix m'arrivant comme si elle traversait une épaisse couche de coton. « Nous devons parler. Ton père et moi, nous sommes très déçus. » Je n'ai rien dit. J'avais appris il y a longtemps que le silence était ma seule défense dans cette maison. Chaque mot que je prononçais pouvait être, et serait, retenu contre moi. Elle a pris une profonde inspiration, le genre de soupir théâtral qui annonçait une tirade sur le sacrifice et le devoir familial. Nous avons toujours tout fait pour vous. Pour toi, et pour ton frère. Nous nous sommes sacrifiés. Nous vous avons donné la meilleure éducation possible, nous avons soutenu vos rêves. Mes rêves ? Je me suis souvenu de mes bulletins de notes parfaits, accueillis par un simple hochement de tête. De mon admission en classe préparatoire, qualifiée d'« un peu trop ambitieuse ». De ma passion pour l'informatique, jugée « pas très féminine ». Mes rêves n'avaient jamais vraiment compté. Seuls ceux d'Amaury avaient droit de citer. Et aujourd'hui, continua-t-elle, sa voix montant d'un cran, aujourd'hui, alors que ton frère, ton propre sang, a besoin de toi, tu lui tournes le dos. Le sourire d'Amaury s'élargit imperceptiblement. Il leva enfin les yeux de son téléphone, me regardant avec une pitié feinte. Amaury a une vision, Garance, intervint mon père, sa voix faible, comme s'il récitait un texte appris par cœur. Sa start-up, c'est l'avenir. Il crée quelque chose de grand. Je savais ce qu'il créait. Une marque de produits de beauté pour hommes, aux emballages luxueux et au contenu douteux, financés par les économies de mes parents et les prêts contractés auprès de leurs amis. Une coquille vide, bâtie sur Instagram et des mots à la mode. C'est alors que ma mère a abattu sa carte maîtresse. Son visage s'est durci, sa voix est devenue tranchante comme un éclat de verre. On sait pour le loto, Garance. Ne nous prends pas pour des imbéciles. 5 millions d'euros. C'est une somme énorme. Une somme que tu n'as pas méritée, tombée du ciel. Ton frère, lui, il travaille. Il se bat. Cet argent lui revient plus qu'à toi. Et voilà. Le mot était lâché. Loto. J'ai senti un froid glacial m'envahir. Ce n'était pas de la colère, pas encore. C'était une sorte de détachement chirurgical. Ils ne m'avaient même pas posé la question. Ils avaient lu un article dans le journal local sur un gagnant anonyme dans la région, et leur esprit, conditionné par des années de favoritisme, avait immédiatement construit cette fable. Une fable où je devenais la méchante, la fille égoïste qui cachait sa fortune imméritée à son pauvre frère méritant. Où tu donnes tes 5 millions d'euros DE Loto à tes frères pour sauver sa start-up DE Luxe, où tu casses, a-t-elle hurlé, le vernis de la mère respectable s'écaillant pour révéler la femme avide en dessous. Le silence est revenu, plus lourd encore. J'ai regardé mon père. Il a détourné le regard, incapable de soutenir le mien. J'ai regardé Amaury. Il avait rangé son téléphone et me fixait avec un air de triomphe. C'est à cet instant précis que quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être, s'est enfin libéré. Le mince fil d'espoir que j'avais entretenu pendant 34 ans,
l'espoir qu'un jour il me verrait, qu'il serait fier de moi pour ce que j'étais, ce fil venait de se rompre. Définitivement. Je me suis levée. Mes mouvements étaient calmes, mesurés. D'accord, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Je m'en vais. Sans un autre regard, j'ai tourné les talons et je me suis dirigée vers le couloir, vers ma chambre d'adolescente. La pièce de théâtre était terminée. Le rideau venait de tomber sur mon ancienne vie. La porte de ma chambre s'est refermée derrière moi avec un déclic feutré. L'air y était immobile, chargé de l'odeur de la poussière et des vieux livres. Rien n'avait bougé. Les posters de groupes de rock des années 2000 étaient toujours accrochés au mur, leur couleur passait un témoignage silencieux du temps qui s'était écoulé. C'était moins une chambre qu'un mausolée, le tombeau de la jeune fille que j'avais été. J'ai sorti un sac de voyage du placard et j'ai commencé à y jeter quelques affaires, machinalement. Un jean, quelques t-shirts, ma brosse à dents. Je n'avais pas grand-chose ici. Ma vraie vie était ailleurs, dans mon petit appartement en ville, un sanctuaire que j'avais délibérément gardé secret et protégé de leur influence. Mes mains se sont arrêtées sur un cadre photo posé sur ma table de chevet. Ce n'était pas une photo de famille. C'était une photo de moi, le jour de ma remise de diplôme d'ingénieur. Je portais la toge et le mortier, souriant timidement à l'objectif. Je me suis souvenu de cette journée avec une clarté douloureuse. C'était une journée ensoleillée de juin. J'étais sortie major de ma promotion. Une réussite acquise à la force de nuits blanches, de sacrifices et d'une passion dévorante pour la logique des algorithmes. Mes parents étaient venus, bien sûr. Il fallait sauver les apparences. Mais pendant toute la cérémonie, je les avais vus chuchoter, consulter leur téléphone. Plus tard, au pot de l'amitié, ma mère n'avait eu qu'un seul commentaire en regardant mon diplôme. C'est bien, ma chérie. Mais n'oublie pas que les hommes sont souvent intimidés par les femmes trop intelligentes. Mon père avait ajouté, en me tapotant l'épaule, maintenant, il faut trouver un bon travail stable. Dans une grande boîte. La sécurité, c'est important. Pas un mot de fierté. Pas une étincelle dans leurs yeux. Juste de la prudence et un conseil non sollicité. Mon succès était une anomalie, quelque chose qu'il fallait canaliser, domestiquer. Puis, par un cruel tour de passe-passe de ma mémoire, une autre image s'est superposée à la première. 3 ans plus tard. Nous étions dans le jardin de cette même maison, pour un barbecue. Le soleil tapait fort. Amaury, qui avait abandonné ses études après un semestre désastreux, venait d'annoncer, avec une grandiloquence qui lui était propre, qu'il allait se lancer. Il ne savait pas encore dans quoi, mais il avait l'esprit d'entreprise. Je m'attendais à des regards inquiets, à des questions prudentes. Au lieu de cela, le visage de mes parents s'était illuminé. Mon père avait ouvert une bouteille de champagne. « Voilà un homme », s'était-il exclamé. « Il n'a pas peur de prendre des risques. Il a ça dans le sang. » Ma mère le couvait du regard, rayonnante de fierté. Notre fils, le futur PDG. Elle avait porté un toast, à l'audace et à la vision. Ce jour-là, j'avais compris. Mon chemin, celui de la rigueur, du travail acharné, de la réussite tangible, serait toujours invisible à leurs yeux. Il était trop silencieux, trop complexe. Il ne se prêtait pas aux grandes déclarations et aux photos sur les réseaux sociaux. La réussite d'Amaury, même si elle n'était qu'une chimère, un fantasme, était bien plus séduisante. C'était une histoire qu'il pouvait raconter, une histoire qui les faisait briller par procuration. J'ai reposé le cadre photo, le visage tourné contre la table de chevet. Je n'avais pas besoin de se souvenir. J'avais passé ma vie à être le filet de sécurité invisible pendant qu'ils applaudissaient l'acrobate qui n'avait jamais vraiment quitté le sol. Le spectacle était terminé. Mon regard a balayé l'étagère au-dessus de mon bureau, s'attardant sur la rangée de manuels scolaires que je n'avais jamais eu le cœur de jeter. Mes doigts ont effleuré la tranche d'un livre épais au titre austère, Principes de physique quantique. Un sourire triste s'est dessiné sur mes lèvres. Ce livre était un monument. Le monument d'un moment charnière, le moment où j'avais compris que la relation avec mon frère était irrémédiablement faussée. C'était pendant ma première année d'université. J'étais rentrée pour les vacances de la Toussaint, la tête pleine de nouvelles connaissances,
excitée par la complexité et la beauté de ce que j'apprenais. Amaury, de 3 ans mon cadet, venait de commencer sa propre première année dans la même université, poussé par mes parents sur la voie prestigieuse des études d'ingénieur. C'était censé être une fierté familiale. 2 enfants dans la même filière d'excellence. La réalité était bien différente. Un soir, il a débarqué dans ma chambre, le visage défait, et a jeté son propre manuel de physique sur mon bureau. Le bruit sourd a fait vibrer la pièce. Je comprends rien, a-t-il marmonné, s'effondrant sur mon lit. C'est du charabia. Le prof est nul, il explique mal. C'est fait pour nous couler. Pendant une semaine, j'ai mis mes propres révisions de côté. Je me suis assise avec lui, soir après soir. J'ai essayé de lui expliquer les concepts fondamentaux. Je dessinais des schémas, je lui donnais des exemples concrets, je cherchais 1000 manières de lui faire visualiser les forces invisibles qui régissent notre monde. Au début, il semblait essayer. Mais très vite, j'ai vu la frustration monter dans ses yeux. Ce n'était pas de l'incompréhension. C'était un refus. Un refus de faire l'effort, un refus d'admettre que cela demandait du travail, de la patience. Laisse tomber, m'a-t-il dit un soir, après que j'ai passé 1 heure à lui expliquer un principe de thermodynamique. Ça sert à quoi, tout ça? Dans la vraie vie, on n'a pas besoin de savoir comment un piston fonctionne. J'ai essayé d'argumenter, de lui parler de la beauté de la compréhension, de la satisfaction de résoudre un problème complexe. Il m'a coupé avec un ricanement. Toi, t'aimes ça, te torturer le cerveau. T'es une intello, Garance. Moi, je suis fait pour autre chose. Pour le concret. Pour le business. C'était la première fois qu'il utilisait mon intelligence comme une insulte, comme une tare qui nous séparait. Le week-end suivant, il est rentré à la maison et a annoncé à nos parents qu'il arrêtait. Il a blâmé les professeurs, le système, la difficulté absurde des cours. Jamais lui-même. Et mes parents l'ont cru. Ils l'ont consolé. Ils ont dit qu'il avait raison, que l'université n'était pas faite pour les esprits créatifs comme le sien. Et quand je suis rentrée pour Noël, avec d'excellentes notes, ma mère m'a prise à part. Ne parle pas trop de tes études devant ton frère, m'avait-elle soufflé. Tu sais, il est sensible. Il ne faut pas le décourager. J'étais stupéfaite. Je devais cacher ma réussite pour ne pas blesser l'ego de celui qui avait échoué par paresse. C'est là que le schéma s'est installé. Mon travail, mes efforts, mes succès sont devenus des sujets tabous, des choses à minimiser pour préserver la fragile confiance en soi de leur « Golden Boy ». Et Amaury, de son côté, a transformé son échec en une sorte de supériorité. Il était celui qui avait « compris la vie », tandis que moi, j'étais là, rat de bibliothèque, déconnecté des réalités. Sa jalousie n'était pas seulement dirigée contre mes notes, elle était dirigée contre la discipline même qu'il avait été incapable de maîtriser. Il ne me le pardonnerait jamais. J'ai fermé mon sac de voyage. Il était temps de quitter ce musée. Ces expositions m'avaient fait assez de mal comme ça. La Peugeot 308 a démarré dans un ronronnement familier. J'ai reculé lentement dans l'allée, mes yeux évitant la fenêtre du salon où je savais qu'il me regardait partir. Dehors, le ciel de Lyon était bas et gris, menaçant. Quelques gouttes de pluie ont commencé à s'écraser sur le pare-brise, traçant des sillons sinueux sur la poussière. Je n'avais nulle part où aller en particulier. J'ai conduit sans but, laissant la ville défiler derrière les vitres. Les rues familières, les bâtiments haussmanniens, le ruban de la Saône. Chaque virage, chaque feu rouge me ramenait à la même pensée, une pensée qui tournait en boucle dans ma tête comme un disque rayé. Ils m'ont chassé de ma propre maison. Ma propre maison. Le souvenir est revenu, non pas comme un éclair, mais comme une marée lente et puissante. C'était il y a 5 ans. J'avais 29 ans. Mon entreprise, que j'avais cofondée avec Léo, mon associé, commençait à peine à décoller. Nous n'étions pas encore riches, loin de là, mais nous générions des revenus stables. J'avais réussi à mettre de l'argent de côté, une somme conséquente pour la première fois de ma vie. Un soir, ma mère m'avait appelé, en larmes. C'était une chose rare. Pascal ne pleurait pas, elle se plaignait. Ses larmes signifiaient que la situation était désespérée.
Amaury avait lancé sa première entreprise, une tentative désastreuse d'importer des gadgets électroniques bas de gamme. Il s'était lourdement endetté, et mes parents, qui s'étaient portés garants, étaient au bord de la catastrophe. La banque menaçait de saisir la maison. La maison de leur vie, celle où j'avais grandi. L'idée de les voir à la rue, de perdre ce lieu chargé de tous nos souvenirs, bons comme mauvais, m'était insupportable. J'ai passé une nuit blanche, à faire des calculs, à analyser les risques. Le lendemain, j'ai appelé mon avocat, Maître Vallet. Le plan était simple et discret. J'ai créé une petite société civile immobilière, une structure opaque. Par son intermédiaire, j'ai racheté la créance à la banque juste avant la saisie, devenant de fait le nouveau créancier. Puis, la SCI a officiellement racheté la maison. Pour mes parents, l'histoire était différente. Maître Vallet leur a expliqué qu'un investisseur étranger bienveillant, cherchant à placer de l'argent en France, avait été touché par leur situation et avait racheté la maison, acceptant de leur louer pour un montant symbolique, à peine de quoi couvrir les charges. Ils n'ont jamais posé de questions. L'histoire était trop belle, elle flattait trop leur ego. Ils n'étaient pas des ratés sauvés par leur fille, rat de bibliothèque. Ils étaient les heureux bénéficiaires de la générosité d'un mystérieux et riche mécène. Ils se sont vantés de cette histoire auprès de tous leurs amis. C'était une preuve de plus que la chance souriait aux audacieux, comme leur fils. J'avais fait ça par amour. Un amour désespéré, maladroit, unilatéral. J'avais fait ça pour préserver leur dignité, pour leur offrir une sécurité qu'ils étaient en train de s'aborder. Je ne voulais pas de leur gratitude. Je voulais juste qu'ils soient bien. Je pensais qu'en leur enlevant le fardeau financier, peut-être, juste peut-être, ils pourraient enfin se détendre et me voir pour qui j'étais. Quelle idiote j'avais été. La pluie s'est intensifiée, martelant le toit de la voiture. J'ai dû allumer les essuie-glaces. Leur balancement rapide et métronomique semblait vouloir nettoyer la buée de mes illusions. Ils n'avaient pas utilisé ma gentillesse pour trouver la paix. Ils l'avaient utilisée comme un tremplin pour financer la chimère suivante de leur fils. Mon acte d'amour était devenu l'arme de ma propre exclusion. Une colère froide, pure et tranchante comme un diamant, a commencé à monter en moi. Ce n'était plus de la tristesse. C'était une résolution. J'ai sorti mon téléphone et j'ai réservé une chambre dans un hôtel du centre-ville. Il était temps d'arrêter de conduire sans but. Il était temps de tracer une nouvelle destination. La chambre d'hôtel était impersonnelle et beige, une symphonie de tons neutres conçus pour n'offenser personne et n'inspirer personne. C'était parfait. J'avais besoin de neutralité, d'un espace vide pour penser. J'ai posé mon sac sur le lit et je me suis approché de la fenêtre. La vue donnait sur une cour intérieure. Pas de panorama grandiose, juste des murs et des fenêtres, des vies anonymes se déroulant en parallèle de la mienne. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai composé un numéro. Un seul nom dans mon répertoire me semblait être un port d'attache dans cette tempête, mon oncle Sylvain. Sylvain était le frère de ma mère, mais il était son opposé en tout. C'était un artisan, un ébéniste, un homme dont les mains portaient les marques de son travail honnête. Il était pragmatique, direct, et il n'avait jamais eu peur de dire à ma mère ses 4 vérités, ce qui lui valait de fréquentes périodes de disgrâce familiale. Il a décroché à la 2e sonnerie. « Garance ? Ça va ? C'est rare que tu appelles. » Ma voix s'est étranglée un instant. J'ai dû déglutir pour la retrouver. « Oncle Sylvain. » Non, ça ne va pas vraiment. Et j'ai tout raconté. L'ultimatum, l'accusation absurde de gain au loto, l'expulsion. Je n'ai pas pleuré. Ma voix était plate, factuelle, comme si je décrivais un problème informatique. Quand j'ai eu fini, il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, seulement ponctué par le bruit d'une scie circulaire qui s'arrêtait en arrière-plan. Les salauds, a-t-il finalement lâché. Son ton n'était pas surpris. Il était juste las et rempli de colère. Je suis désolé, ma puce. Je savais qu'ils étaient aveugles, mais pas à ce point. Il a poussé un soupir. Écoute. Je ne devrais peut-être pas te dire ça, mais tu dois savoir. Ce n'est pas juste une lubie. La situation est pire que tu ne l'imagines. La start-up d'Amaury est en train de couler. Pour de vrai, cette fois.
Il y a 2 semaines, j'ai croisé un de ses fournisseurs au marché. Un petit artisan qui fait des boîtes en bois. Il m'a dit qu'Amaury ne le payait plus depuis 6 mois. Il n'est pas le seul. Apparemment, les dettes s'accumulent. Et les investisseurs, tu sais, les amis de tes parents, les Leroux, les Dubois, commencent à s'impatienter sérieusement. Ils parlent de porter plainte pour escroquerie. Tout s'éclairait. L'histoire du loto n'était pas juste une fantaisie cupide. C'était leur plan de sauvetage désespéré. Leur dernière tentative pour colmater les brèches d'un navire qui prenait l'eau de toutes parts. Ils sont aux abois, Garance, a continué Sylvain. Et quand les gens comme eux sont aux abois, ils deviennent méchants. Ils cherchent un bouc émissaire. Et c'est moi, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour lui. Oui. C'est toi. Il y a eu une autre pause. Tu sais, Garance, ce qui me rend le plus fou dans tout ça, c'est que pendant toutes ces années, ils ne se sont jamais demandé une seule fois si toi, tu allais bien. Si tu avais besoin de quelque chose. Dans leur tête, tu es la fille stable, la fille raisonnable. Celle qui n'a jamais de problème. Ton succès, ta discrétion, ils l'ont pris pour acquis. Pire, ils l'ont perçu comme une ressource inépuisable dans laquelle ils pouvaient puiser sans jamais rien donner en retour. Ces mots ont frappé juste. C'était la vérité, une vérité que j'avais toujours su mais que j'avais refusé de regarder en face. J'étais leur police d'assurance, leur plan de secours silencieux. Et aujourd'hui, ils voulaient encaisser la prime. Merci, tonton, ai-je dit, et pour la première fois, ma voix s'est brisée. Merci de me le dire. Reste forte, ma grande, a-t-il conclu. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, tu m'appelles. Compris? Compris. J'ai raccroché. La conversation m'avait épuisé, mais elle m'avait aussi donné quelque chose de précieux, la validation. Je n'étais pas folle. Je n'exagérais pas. La toxicité était bien réelle. Et maintenant, je savais exactement à quel point le mensonge était profond. La validation de mon oncle a agi comme un catalyseur. La tristesse qui m'avait accompagnée depuis mon départ de la maison a commencé à se dissiper, remplacée par une froide détermination. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur le petit bureau de la chambre d'hôtel. La machine s'est allumée avec un ronronnement familier, un son qui m'a toujours rassuré. C'était mon univers, mon outil. Un monde de logique, de données et de faits vérifiables. Un antidote parfait au chaos émotionnel et aux mensonges de ma famille. Mon métier, c'est de trouver des schémas dans le bruit, de déceler la vérité dans des océans de données. Ce soir, j'allais appliquer mes compétences à une cible bien plus petite et bien plus personnelle, la start-up de luxe d'Amaury. Je n'ai pas eu à chercher bien loin. Sa présence en ligne était aussi tape à accent grave l'œil que prévisible. Un site web au design épuré, rempli de photos de mannequins à la barbe parfaite et de textes grandiloquents sur l'authenticité, l'artisanat et l'excellence à la française. Le produit phare était une huile à barbe premium, Élixir des Alpes, vendue à la modique somme de 75 € le flacon de 30 ml. La première chose que j'ai faite a été une recherche d'image inversée sur la photo du produit. En moins de 10 secondes, j'ai eu ma réponse. La même photo, le même flacon, apparaissait sur une demi-douzaine de sites de marques blanches, des entreprises qui vendent des produits cosmétiques génériques que n'importe qui peut acheter et revendre sous sa propre marque. J'ai cliqué sur le lien le plus prometteur, qui m'a mené vers une plateforme de vente en gros chinoise bien connue. J'ai navigué à travers les pages. Et là, je l'ai trouvée. Elle Élixir des Alpes. La description était plus prosaïque, huile de soin pour barbe, parfum boisé. Commande minimum, 100 unités. Le prix ? 1,80 $ l'unité. 1,80 $. Amaury appliquait une marge de plus de 4000 %. Un rire sec m'a échappé. Ce n'était même pas une arnaque sophistiquée. C'était paresseux, presque insultant dans sa simplicité. J'ai continué à creuser. J'ai cherché le nom de sa société au registre du commerce. J'ai trouvé les statuts, déposés en ligne. Capital social, 1000 €. Seul actionnaire, Amaury. Adresse du siège social, la maison de mes parents. Ma maison.
Ensuite, je me suis intéressé aux avis clients sur son site. Ils étaient tous dithyrambiques, 5 étoiles sans exception. Des commentaires vagues et interchangeables. Produit incroyable, ma barbe n'a jamais été aussi douce. J'ai copié-collé quelques phrases dans un moteur de recherche. Sans surprise, les mêmes phrases exactes apparaissaient sur des dizaines d'autres sites vendant des produits similaires. Il avait acheté un pack d'avis positifs. J'ai méthodiquement pris des captures d'écran de tout. La page du fournisseur chinois, les statuts de la société, les faux avis. J'ai tout sauvegardé, tout organisé dans un dossier sur mon ordinateur, que j'ai nommé sobrement « Preuve ». Je ne savais pas encore ce que j'allais faire de ces informations. Mais en les rassemblant, je sentais le pouvoir changer de camp. Ils m'avaient jugé sur un mensonge, une fiction qu'ils avaient créée. Moi, j'étais en train de compiler la vérité, factuelle et irréfutable. Je n'étais plus la victime passive de leur récit. J'étais en train de devenir l'archiviste de leur chute. Mon enquête sur l'imposture d'Amaury m'avait laissé avec un sentiment de victoire glaciale. Mais la prochaine étape était d'une toute autre nature. Il ne s'agissait plus de dénoncer un mensonge, mais de révéler ma propre vérité. Une vérité que j'avais gardée secrète pendant des années, non par honte, mais par instinct de protection. J'ai fermé toutes les fenêtres de mon navigateur et j'ai ouvert le portail sécurisé de ma propre entreprise. Nexus Finance, notre logo, est apparu à l'écran. Un nom que j'avais choisi avec Léo, mon associé et ami, il y a près de 10 ans, dans le petit garage que nous utilisions comme premier bureau. J'ai navigué jusqu'à la section « Relations investisseurs ». Et là, il était. Le document que nous avions finalisé la semaine précédente. Un communiqué de presse, prêt à être envoyé aux plus grandes agences de presse économique. Titre : la fintech lyonnaise Nexus Finance lève 50 millions d'euros pour accélérer son expansion internationale. J'ai relu les paragraphes. Les chiffres, les noms des fonds d'investissement prestigieux qui nous avaient fait confiance. Notre technologie, un algorithme complexe que j'avais passé des années à perfectionner, était décrite comme révolutionnaire. Et puis, il y avait la section sur les fondateurs. Nos noms, Léo et le mien. Garance Renault. Une photo de nous deux, prise dans nos bureaux, souriants et professionnels. Le communiqué mentionnait la nouvelle valorisation de l'entreprise, plus de 300 millions d'euros. Ma participation personnelle, après cette nouvelle levée de fonds, valait, sur le papier, une somme que j'avais du mal à conceptualiser. Une somme qui rendait les 5 millions du loto dérisoires. Ce document était mon arme nucléaire. Un clic, et le monde de mes parents, leur cercle social, tous ceux à qui ils avaient menti, sauraient. Ils sauraient que la fille qu'ils avaient méprisée et chassée était l'architecte de ce succès. Ils sauraient que leur mensonge sur le loto était une pathétique invention face à la réalité de mon travail. Mon doigt flottait au-dessus du bouton « Approuver et diffuser ». Et c'est là que j'ai hésité. Mon téléphone, posé à côté de l'ordinateur, s'est allumé. C'était une notification « Souvenir ». Une photo, prise il y a 10 ans, lors d'un rare séjour à la montagne. Nous étions tous les 4. Mon père avait son bras autour de mes épaules. Ma mère souriait, un vrai sourire, pas un de ces rictus sociaux. Même Amaury avait l'air détendu, presque gentil. Pendant un instant, nous avions ressemblé à une famille heureuse. Une vague de chagrin m'a submergée, si violente qu'elle m'a coupé le souffle. Des larmes que je n'avais pas versées depuis mon départ se sont mises à couler sur mes joues. Une petite voix dans ma tête, la voix de la petite fille qui voulait juste être aimée, a commencé à murmurer. Ne fais pas ça. C'est ta famille. Tu vas tout détruire. N'y a-t-il pas un autre moyen ? Peut-être que tu peux leur parler, leur expliquer. Je me suis laissé pleurer, le corps secoué de sanglots. J'ai pleuré la famille que j'aurais voulu avoir. J'ai pleuré toutes les années de solitude, tous les efforts non reconnus, toutes les petites humiliations accumulées. J'ai pleuré la mort de cet espoir absurde que j'avais si longtemps entretenu. Puis, à travers le brouillard de mes larmes, une autre image s'est imposée. Le visage de ma mère, déformé par la cupidité. Le regard fuyant de mon père. Le sourire triomphant de mon frère. Ils n'avaient pas hésité, eux. Ils n'avaient eu aucun scrupule à me jeter dehors pour une somme d'argent imaginaire.
Je me suis essuyé les yeux avec le dos de la main. La petite voix s'était tue. La douleur était toujours là, mais elle n'était plus paralysante. Elle s'était transformée en carburant. Il m'avait accusé d'être un monstre d'égoïsme. Mais un monstre, est-ce celui qui se défend après avoir été attaqué, ou celui qui attaque sans cesse, sans jamais se remettre en question? Ma décision était prise. Ils avaient choisi leur camp. Il était temps que je choisisse le mien. La tempête émotionnelle était passée. J'étais maintenant dans l'œil du cyclone, un endroit d'un calme étranger absolu. Ma main était stable, mon esprit clair. J'ai ignoré le communiqué de presse pour l'instant. Ce n'était que la deuxième étape du plan qui venait de se cristalliser dans mon esprit. La première nécessitait un appel. J'ai cherché le contact de Léo dans mon téléphone. Léo était plus que mon associé. Il était mon ami, mon confident, la seule personne au monde qui connaissait toute l'étendue de ma situation familiale. Il avait été le témoin silencieux de mes déceptions, l'épaule sur laquelle je m'étais parfois appuyée après un appel téléphonique particulièrement blessant de ma mère. Il a répondu immédiatement, comme s'il attendait mon appel. « Garance ? Alors ? Comment s'est passée cette réunion de famille ?» Sa voix était empreinte d'une ironie prudente. J'ai pris une seconde avant de répondre, choisissant mes mots. Ils m'ont mise à la porte, Léo. Un silence. Puis un juron bien senti. Je suis désolée, j'ai. Vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai résumé la situation, sans omettre le détail surréaliste du gain au loto. Il a écouté sans m'interrompre, son silence attentif une marque de respect que je n'avais jamais connue dans ma propre famille. C'est d'un autre niveau, a-t-il finalement dit, sa voix pleine d'incrédulité. Ils ont inventé une histoire pour te voler un argent que tu n'as même pas. C'est pathologique. Oui, ai-je répondu, le mot sonnant juste. Je crois que ça l'est. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu peux venir chez moi et Chloé, tu le sais. Le canapé est à toi aussi longtemps que tu veux. Son offre m'a touché, une petite lueur de chaleur dans le froid ambiant. Merci, Léo. C'est gentil. J'ai pris un hôtel pour l'instant. J'ai besoin d'être seule pour réfléchir. Mais en fait, je t'appelle pour autre chose. Je t'écoute. Le communiqué de presse. Celui pour la levée de fonds. Oui. On avait dit qu'on attendait la semaine prochaine, pour synchroniser avec l'article du journal économique. Je veux qu'on le publie. Maintenant. Ou plutôt, demain matin, à la première heure. Il y a eu une autre pause. Je pouvais presque l'entendre réfléchir, assembler les pièces du puzzle. D'accord, a-t-il dit, son ton changeant, devenant plus sérieux, plus professionnel. Tu es sûr ? C'est une grosse décision. Ça va faire beaucoup de bruit. Ton nom, ta photo, tout sera public. Il ne posait pas la question de savoir pourquoi. Il savait. Il me demandait si j'étais prête à en assumer les conséquences. Je suis sûre, Léo, ai-je dit, ma voix ne tremblant pas, je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose de ma vie. Très bien. Il n'a pas insisté. C'était l'une des raisons pour lesquelles notre partenariat fonctionnait si bien. Une confiance mutuelle absolue. Je m'en occupe. Demain, à 9h, Nexus Finance sera officiellement la nouvelle coqueluche de la French Tech. Et toi, ma chère Garance, tu seras officiellement une génie de la finance. Un faible sourire a effleuré mes lèvres. Merci, Léo. Pour tout. Ne me remercie pas. C'est ton heure de gloire. Il est temps que tout le monde le sache. Surtout certains. Nous avons raccroché. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre de la chambre d'hôtel. Je ne voyais plus la victime. Je voyais une stratège. L'appel n'allait pas les détruire, comme dans un film hollywoodien. C'était plus subtil, et bien plus cruel. Il allait détruire leur récit. Leur fable. Et dans le monde de mes parents, un monde construit sur les apparences, la destruction du récit était une forme d'anéantissement. Le compte à rebours avait commencé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'histoire vous intéresse vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, tapez 1 pour que je sache que vous êtes ici, ou dites-moi depuis quel pays vous regardez l'émission.
Vous pouvez aussi poser vos questions, j'y répondrai. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le lever du soleil. Je n'avais pas beaucoup dormi, mais je ne me sentais pas fatiguée. J'étais habitée par une énergie nerveuse, une anticipation qui faisait bourdonner mes veines. J'ai commandé un café au service d'étage et je me suis installée près de la fenêtre, mon ordinateur portable ouvert, la page des actualités économiques rafraîchie toutes les 30 secondes. À 9h01 précise, c'est arrivé. Le premier titre est apparu sur le site d'un grand quotidien économique national. Puis un autre, sur un portail spécialisé dans la technologie. En l'espace de 10 minutes, c'était un déferlement. Nexus Finance, la pépite lyonnaise qui réinvente la conformité bancaire. Levée de fonds record pour la FinTech qui veut conquérir l'Europe. Les articles se ressemblaient tous, reprenant les éléments du communiqué de presse, mais chacun y ajoutant sa propre analyse élogieuse. Et sur chaque article, il y avait la photo. Moi et Léo, debout devant un mur de verre dans nos bureaux, l'air confiant et détendu. Mon nom, Garance Renaud, était partout. Cofondatrice et directrice de la technologie. Le cerveau derrière l'algorithme disruptif. Mon téléphone a commencé à vibrer. D'abord, LinkedIn. Des dizaines de demandes de connexion, des messages de félicitations d'anciens camarades de classe, de professeurs, de parfaits inconnus. Puis, mon vieil ami, Facebook, que je n'utilisais presque plus. Des notifications explosaient. Des gens partageaient les articles, me taguant, commentant. Incroyable, félicitations Garance, je savais bien que tu irais loin. C'était ironique. La plupart de ces gens m'avaient ignoré pendant des années. J'ai attendu un peu, laissant la vague monter. Puis, j'ai exécuté la partie suivante de mon plan. J'ai choisi l'article le plus prestigieux, celui qui mettait le plus en avant le rôle des fondateurs. Je l'ai partagé sur mon propre mur Facebook. C'était la première fois que je postais quelque chose depuis plus d'1 an. Je n'ai pas ajouté de commentaires triomphants ou arrogants. J'ai juste écrit une phrase simple, sobre, presque corporate. Un long chemin parcouru en 10 ans. Fier de ce que notre équipe a accompli. Le « notre » était délibéré. Il soulignait que ce succès était le fruit d'un travail collectif, le mien et celui de mes collaborateurs. Il créait une distance polie mais infranchissable avec ceux qui n'en avaient jamais fait partie. Je savais exactement qui allait voir ce post. Ma liste d'amis Facebook était un microcosme de la vie de mes parents. Leurs amis, leurs voisins, mes tantes, mes oncles, mes cousins. Tous les gens devant qui ma mère se plaignait de sa fille, trop sérieuse, et se vantait de son fils, entrepreneur. Tous les gens qui avaient probablement entendu la rumeur de mon prétendu gain au loto. J'ai imaginé la scène. Ma tante Martine, scrollant sur sa tablette en buvant son café, tombant sur mon post. Son froncement de sourcils. Le clic sur l'article. La lecture. La confusion, puis la réalisation. L'appel immédiat à ma mère. Pascal? Tu as vu ce que Garance a publié? Je ne comprends pas, tu ne m'avais pas dit qu'elle avait gagné au loto? J'étais en train de faire plus que de révéler mon succès. J'étais en train de les exposer. J'utilisais la lumière crue de la vérité pour éclairer le petit théâtre d'ombre qu'ils avaient construit. Chaque like, chaque commentaire de félicitations sur mon post était un clou de plus dans le cercueil de leurs mensonges. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, ce n'était pas une notification. C'était un appel. Le nom affiché à l'écran, Maman. La pièce de théâtre entrait dans son deuxième acte. J'ai laissé sonner, savourant le silence de la chambre d'hôtel encore quelques secondes, avant de décrocher. Allô, ai-je dit, ma voix délibérément neutre. Il y a eu un bruit de respiration haletante à l'autre bout du fil. Puis la voix de ma mère, mais une voix que je ne lui connaissais pas. Elle n'était pas autoritaire ou plaintive. Elle était aiguë, presque stridente, tendue par l'incrédulité. Garance? C'est quoi, cet article? C'est quoi, cette histoire? Elle n'a même pas dit bonjour. Directement dans le vif du sujet. Quel article, maman? Ai-je demandé innocemment, même si nous savions toutes les deux pertinemment de quoi il s'agissait. Ne joue pas à ça avec moi, a-t-elle crié, retrouvant un peu de sa contenance habituelle. Tout le monde m'appelle.
Martine, les Dubois, même la boulangère. Il me parle de millions, d'une entreprise. Qu'est-ce que tu as fait? La question était révélatrice. Qu'est-ce que tu as fait? Comme si j'avais commis un crime. Comme si mon succès était une trahison. J'ai pris une gorgée de mon café, qui avait refroidi. C'est mon travail, maman, ai-je répondu calmement. C'est ce que je fais depuis 10 ans. Pendant que tu t'inquiétais pour la marque d'Amaury, je construisais une entreprise. C'est tout. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais presque entendre les rouages de son cerveau tourner à plein régime, essayant de concilier la réalité de ce que je disais avec l'image qu'elle avait de moi. La fille ennuyeuse, sans ambition, celle qui avait un petit travail stable dans l'informatique. Mais le loto, a-t-elle balbutié. Tu nous as menti? Le culot. Le culot absolu de cette question m'a presque fait rire. J'ai senti une vague de colère monter, mais je l'ai maîtrisée. Le calme était une arme bien plus puissante. Je n'ai jamais parlé de loto, maman. C'est vous qui avez inventé cette histoire. Vous avez créé un fantasme et vous m'en avez voulu de ne pas y correspondre. Vous ne m'avez même pas posé la question. Vous m'avez jugé, condamné et chassé sur la base de votre propre mensonge. Mais, pourquoi tu ne nous as rien dit? Sa voix était redevenue un murmure plaintif. Nous sommes ta famille. Et pourquoi vous l'aurais-je dit? Ai-je rétorqué, ma voix se durcissant. Pour que vous me demandiez de l'argent pour le projet suivant d'Amaury? Pour que vous vous en vantiez auprès de vos amis comme si c'était votre propre réussite? Mon travail, mon succès. C'était la seule chose dans ma vie que vous n'aviez pas réussi à critiquer, à minimiser ou à utiliser. Alors je l'ai gardé pour moi. C'était mon jardin secret. Elle a commencé à sangloter. Des sanglots bruyants, théâtraux. Des sanglots de pitié pour elle-même. Tu ne comprends pas, a-t-elle gémi. Tu nous as humiliés. Nous avons l'air de quoi, maintenant? Des menteurs. Des idiots. Enfin. Nous arrivions au cœur du problème. Ce n'était pas mon silence qui la blessait. C'était la conséquence de son propre mensonge. L'humiliation publique. La perte de la face. C'était la seule chose qui comptait vraiment pour elle. Vous avez l'air de ce que vous êtes, ai-je dit froidement. Des gens qui ont préféré croire à un coup de chance imaginaire plutôt qu'au travail acharné de leur propre fille. La conversation était terminée. J'étais sur le point de raccrocher quand j'ai décidé qu'il était temps de porter le coup de grâce. Le silence s'étirait à l'autre bout du fil, seulement rempli par les sanglots de ma mère. J'aurais pu en rester là. J'aurais pu raccrocher et la laisser mariner dans son humiliation. Mais ce n'aurait été qu'une demi-victoire. Elle aurait continué à se voir comme une victime, la pauvre mère trahie par sa fille ingrate. Je devais détruire cette illusion. Je devais lui enlever le sol de sous les pieds, littéralement. Maman, ai-je repris, ma voix glaciale, ne laissant place à aucune émotion. Il y a autre chose que tu dois savoir. Ses pleurs se sont arrêtés net, remplacés par un silence méfiant. Tu te souviens, il y a 5 ans? Quand la banque allait saisir la maison à cause des dettes d'Amaury? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? A-t-elle demandé, sa voix rauque. Tu te souviens de cet investisseur étranger bienveillant, qui a sauvé la situation? Cet homme providentiel dont vous avez si souvent chanté les louanges? Je l'entendais respirer, rapidement, nerveusement. Je savais qu'elle ne comprenait pas où je voulais en venir, mais un sentiment de malaise commençait à l'envahir. Eh bien, il n'y a jamais eu d'investisseur étranger, maman. C'était une histoire. Une histoire que mon avocat a inventée pour que vous ne perdiez pas la face. Le silence était total. Je pouvais imaginer son visage, ses yeux écarquillés, son esprit refusant de faire le lien. Je n'allais pas lui laisser le temps de réfléchir. Cet investisseur, ai-je continué, articulant chaque mot avec une précision chirurgicale, c'était moi. Le choc. Je ne l'ai pas vu, mais je l'ai senti à travers le téléphone. C'était comme si une onde de choc avait traversé la ligne, un vide absolu. Je n'ai pas gagné au loto, maman. J'ai travaillé. Et parce que j'ai travaillé, j'ai pu investir. J'ai racheté votre dette. J'ai racheté votre maison.
La maison dans laquelle tu te trouves en ce moment, la maison d'où tu m'as chassé hier, elle m'appartient. Un son étranglé lui a échappé, un mélange de hoquet et de suffocation. C'est impossible. Tu mens. Ai-je l'air de mentir? J'ai tous les documents. L'acte de vente. Les statuts de la société qui est propriétaire des murs. Une société qui, incidemment, m'appartient à 100%. Je l'ai laissé absorber l'énormité de la révélation. Chaque pilier de son monde s'effondrait. Sa fierté, son récit de victime, sa sécurité matérielle. Tout n'était qu'une illusion que j'avais entretenue. Hier, ai-je conclu, ma voix ne tremblant pas, tu m'as dit de me casser. Je me suis cassé. C'est un conseil juste. Alors je te le retourne. Je vous conseille, à toi, à papa et à Amaury, de commencer à chercher un nouvel endroit où vivre. Parce que la propriétaire a décidé de vendre. Maître Vallet, mon avocat, vous contactera très prochainement pour vous signifier officiellement votre avis d'expulsion. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je n'ai pas voulu entendre ses supplications, ses insultes ou ses pleurs. J'ai appuyé sur le bouton rouge, coupant la communication. J'ai posé le téléphone sur la table. Mes mains tremblaient légèrement. Je me sentais vidée. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais aussi incroyablement, dangereusement libre. Le dernier lien, le lien toxique de la dépendance et du devoir filial, venait d'être tranché. Net. Je n'ai pas eu de nouvelles directes d'eux dans les jours qui ont suivi. Mon silence radio était total. J'ai bloqué leur numéro. Je n'ai pas répondu aux emails qui ont commencé à affluer, d'abord furieux, puis suppliants. Je n'avais pas besoin de les entendre. J'avais besoin de guérir. C'est mon oncle Sylvain qui m'a servi de chroniqueur involontaire de leur déchéance. Il m'a appelé 2 jours plus tard, sa voix un mélange de consternation et de respect. J'ai eu ta mère au téléphone, a-t-il commencé sans préambule. Ou plutôt, j'ai eu une furie au téléphone. Je n'ai pas tout compris au début. Elle hurlait que tu étais un monstre, que tu les mettais à la rue. Je leur ai juste dit la vérité, tonton. Je sais, ma puce. J'ai fini par comprendre quand elle a parlé d'un avocat. Il a marqué une pause. Je suis passé les voir hier soir. Je voulais m'assurer qu'ils ne faisaient pas de bêtises. L'ambiance? Garance, c'était surréaliste. C'était comme entrer dans une zone de guerre après le bombardement. Il m'a décrit la scène. Le salon, d'habitude si méticuleusement rangé pour les apparences, était en désordre. Des verres traînaient sur la table. Mon père était assis dans son fauteuil, le regard vide, fixant le mur. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en une journée. Ma mère arpentait la pièce comme un lion en cage, les cheveux en bataille, le téléphone greffé à l'oreille, passant d'un appel à l'autre. Elle essayait de gérer la crise, de contrôler le narratif auprès de ses amis, mais sa voix paniquée la trahissait. Et Amaury? Amaury, a dit Sylvain avec un soupir. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Il était assis sur les marches de l'escalier, la tête entre les mains. Pour la première fois de sa vie, il ne plastronnait pas. Il n'avait aucune répartie, aucun slogan marketing à la bouche. Il était juste, pitoyable. Il a perdu. Son téléphone ne cessait de sonner. Les fournisseurs, les investisseurs, la réalité le rattrapait. Sylvain m'a raconté qu'une dispute violente avait éclaté entre mes parents juste avant son arrivée. Des décennies de ressentiment refoulés remontaient à la surface. Ma mère reprochait à mon père sa faiblesse, de ne l'avoir jamais freiné. Mon père reprochait à ma mère son ambition dévorante, de l'avoir poussée à tout miser sur un bon à rien. Ils s'accusaient mutuellement d'avoir créé Amaury, et, dans un sens, d'avoir provoqué ma rébellion. Ils ne comprennent toujours pas, tu sais, m'a dit Sylvain. Ils ne comprennent pas ce qu'ils t'ont fait. Ils ne voient que ce que tu leur as fait. Dans leur esprit, tu es l'agresseur. Tu as appuyé sur le bouton qui a tout fait exploser. Ils sont incapables de voir qu'ils ont passé des années à construire la bombe et à la poser à tes pieds. Ces mots ne m'ont pas fait de peine. Ils ont confirmé que j'avais pris la bonne décision. Il n'y avait rien à sauver. On ne peut pas reconstruire une maison dont les fondations sont pourries.
On ne peut que la regarder s'effondrer et s'éloigner des décombres pour ne pas être ensevelie avec. Laisse-les, ma grande, a conclu mon oncle. Laisse la poussière retomber. Pense à toi, maintenant. C'est ton tour. C'était la première fois que quelqu'un me disait ça. Et c'était la plus grande permission que j'avais jamais reçue. 3 semaines se sont écoulées. 3 semaines de silence radio, de reconstruction. J'avais emménagé dans un appartement lumineux sur les pentes de la Croix-Rousse, avec une vue imprenable sur les toits de Lyon. Pour la première fois, je déballais mes cartons sans un sentiment d'impermanence. C'était chez moi. Un lieu choisi, et non subi. Le matin, avant de partir au travail, je prenais le temps de faire quelque chose que j'avais toujours voulu faire, du pain. Je plongeais mes mains dans la farine, je pétrissais la pâte, je sentais l'odeur réconfortante qui emplissait ma cuisine. C'était un rituel simple, presque primitif. Un acte de création. Je construisais ma propre nourriture, ma propre vie. Un matin, en relevant mon courrier, j'ai trouvé une enveloppe qui tranchait avec les factures et les publicités. L'écriture de mon père, hésitante, reconnaissable entre mille. Mon premier réflexe a été de la jeter. Mais une curiosité morbide, ou peut-être le dernier vestige d'un lien ancien, m'a poussé à l'ouvrir. C'était une lettre de 2 pages. Une longue plainte confuse, un mélange d'excuses et de reproches. Il s'excusait pour la maladresse de la situation. Il disait qu'il n'avait jamais voulu me faire de mal. Il rejetait la faute sur ma mère, sur son caractère difficile, sur la pression sociale. Il parlait d'Amaury comme d'une victime, un garçon qui avait trop de rêves et pas assez de chance. Puis venait la phrase qui a tout résumé. Nous voulions juste ce qu'il y a de mieux pour nos 2 enfants. J'ai lu cette phrase plusieurs fois. Et j'ai compris la plus triste des vérités. Il y croyait. Dans son esprit déformé par des années de déni et de lâcheté, il pensait sincèrement avoir été un bon père. Il ne voyait pas la dissymétrie, l'injustice flagrante de leurs meilleurs vœux. Le « meilleur » pour Amaury, c'était des chèques en blanc, des encouragements aveugles et une immunité totale. Le « meilleur » pour moi, c'était le silence, l'attente que je ne fasse pas de vagues et que je sois là pour payer les pots cassés. Je n'ai ressenti aucune colère en lisant sa lettre. Juste une profonde et immense tristesse. Une tristesse pour le père que je n'avais jamais eu, pour la relation que nous n'aurions jamais. Il ne pourrait jamais comprendre. Et je ne pouvais plus passer ma vie à essayer de lui expliquer. J'ai pris la lettre. Je ne l'ai pas déchirée. Je ne l'ai pas brûlée. Je l'ai simplement pliée et je l'ai glissée dans une vieille boîte à chaussures, avec ma photo de remise de diplôme et quelques autres souvenirs d'une vie passée. J'ai refermé le couvercle et j'ai rangé la boîte tout au fond d'un placard. Je ne la détruisais pas. Je l'archivais. J'acceptais qu'elle fasse partie de mon histoire, mais je refusais qu'elle dicte mon avenir. Mon oncle m'a dit plus tard qu'ils avaient trouvé un petit appartement en location en banlieue et qu'Amaury faisait face à plusieurs poursuites judiciaires. Il m'a dit que je devrais peut-être, un jour, trouver dans mon cœur la force de pardonner. Mais aujourd'hui, alors que je regarde le soleil se lever sur ma ville, une question me hante. On dit que les liens du sang sont sacrés et indéfectibles. Mais si ce sang transporte un poison qui vous tue à petit feu, l'amputation n'est-elle pas un acte de survie légitime ? J'ai perdu une famille, c'est vrai. Mais dans le processus, il me semble que je me suis enfin trouvée. Ce prix était-il trop cher à payer ?